Bonjour. 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 Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. C'est pas 2 mois et là il faut que les payes il faut traiter les éléments variables qui ont été validés. Là vous êtes en train de valider. Que là sur novembre par exemple comme en fait il faut attendre le cycle de paye. Mais c'est pas du tout 2 mois. C'est OK. Sinon, tu fais tes actions. Non, avec les éléments variables jusqu'au 15 novembre, mais ça c'est pas nouveau. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Ah, ou 17, ouais. Voilà, c'est désactivé. Faudra que tu me les réactives. Allez, on va démarrer 10h33. Je pense qu'il y a encore du monde qui va nous rejoindre. Bonjour. 10h33 en Gironde, monsieur. Pardon, c'est ça. Bonjour à toutes et tous. Et bienvenue sur ce dernier webinaire de l'année organisé par le MEDEF Nouvelle-Aquitaine sur la thématique donc, de l'intelligence artificielle et des impacts sur les RH, sujet qui nous a été demandé par nombreux d'entre vous, ce qui explique aussi l'audience de ce jour. Donc vous êtes de nombreux professionnels, tous secteurs d'activité confondus, à être connectés, à participer sur des fonctions RH, sur des fonctions de dirigeants et de gérants. Petite précision, nous devrions aussi avoir une classe d'apprenants du campus Thalys qui devrait être connectée. Donc, je n'arrive pas à voir parmi la foule où se situent ces apprenants RH, mais on vous salue. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Un remerciement à Franck Roger qui vient de se connecter, qui nous a permis la mise en relation avec Jérôme et Grégory. Donc, merci beaucoup Franck pour le travail que tu as réalisé et pour ta confiance. Avant de laisser la main à Jérôme Coutu et Grégory Makila, petite précision, nous sommes très nombreux. Donc voilà, oui. Il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans la salle. Alors là, pour l'instant, je ne peux pas les... Oui. Tu as un lien comme ça. Il y a Jean-Maxime, qui, pour les personnes qui ne peuvent pas se connecter, qui va gérer. Pour l'instant, on ne les voit pas. Donc, petite précision, on va couper micro et caméra le temps que Jérôme et Grégory fassent la présentation. À l'issue de la présentation, on organisera un temps d'échange. On ne pourra peut-être pas laisser la parole à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur la conversation, de sorte qu'on puisse vous identifier et vous laisser la main à la fin de l'intervention. Jérôme, Grégory, est-ce que c'est bon pour vous? La fusée est prête à décoller? Jérôme? Faisons décoller la fusée. Faisons décoller. Allez. Tac. Merci Jérôme, je te passe la main. Allez hop. Alors, il paraît que je suis flou quand je partage, mais c'est pas grave. Tout le monde voit mon écran. Juste un oui, non? Oui. Ouais. Alors, Oui. Je vais commencer par quelques chiffres importants. Il faut savoir que 70% des cadres supérieurs pensent que l'IA générative constitue une nouvelle révolution industrielle. Donc, c'est énorme, hein. On voit qu'il y a une vraie appétence pour le sujet, mais seulement 31% l'utilisent. Donc, la question, c'est pourquoi si peu de gens l'utilisent? En fait, la plupart du temps, ils ne savent pas quoi en faire. Et c'est un peu ce qu'on va voir, même complètement ce qu'on va voir aujourd'hui, notamment avec Grégory. Quelques chiffres majeurs. 95% des travailleurs voient de la valeur dans l'IA générative. 80% des employés, ils veulent savoir comment ils peuvent l'utiliser dans leur entreprise. Et 79% des dirigeants estiment que leur entreprise doit adopter l'IA pour rester compétitive. Donc, ça pose bien le sujet. Un sujet qui est très important également, c'est ce qu'on appelle le shadow AI. C'est des utilisateurs en entreprise qui ne disent pas utiliser l'IA. Et on le voit avec ces chiffres majeurs, c'est 25% des salariés qui admettent avoir utilisé l'IA dans un cadre professionnel sans forcément le dire, et 10% reconnaissent même qu'ils utilisent des données professionnelles. Et c'est vraiment un sujet extrêmement important, particulièrement évidemment pour les DSI. L'IA, c'est un marché colossal avec des investissements pharaoniques. Vous avez sans doute vu tous les investissements qui se comptent souvent en dizaines, voire en centaines de milliards. Et c'est un marché estimé par Gartner ou d'autres instituts entre 5 et 9 000 milliards de dollars. 9 000 milliards de dollars.
Les chiffres sont vraiment stratosphériques. Et dans cette étude, Gartner évoque que, notamment pour les RH, 76% des responsables RH pensent que si leur entreprise n'adopte pas l'IA, ils vont être à la traîne dans les 12 à 24 prochains mois. Autre chiffre du Boston Consulting Group, et ça c'est extrêmement intéressant d'avoir ça en tête, c'est qu'on est passé en 2023 de 20% des gens qui utilisaient régulièrement l'IA à 43%. Donc une explosion de l'usage et également une explosion de la confiance dans l'outil, puisqu'on est passé de 26% à 42% entre 2023 et 2024. En France, le focus français, c'est qu'un employé sur deux s'en sert pour ses activités pro. Et le chiffre qui est éloquent et intéressant et interpellant même, c'est qu'au moins 5 heures par semaine gagnées par les salariés. En tout cas, c'est une déclaration de quasiment 60% des salariés. Dernier chiffre, avant de se présenter, 50% des managers et 33% des employés ont déjà bénéficié d'une formation sur l'IA. Alors, on va se présenter, Grégory et moi. L'idée, c'est de faire un ping-pong ensemble. Moi, je m'appelle Jérôme Coutou. J'ai fondé l'agence Digital Media il y a 17 ans pour faire de ma passion pour les nouvelles technologies mon métier. Alors, je suis consultant, conférencier et même expert APM sur l'intelligence artificielle et j'ai le bonheur de former des dirigeants et des équipes depuis 2 ans particulièrement et de les accompagner sur des usages concrets. Et donc, les résultats qu'on a sont assez exceptionnels puisque c'est en moyenne ce qu'a révélé l'étude, 5 heures de gain par personne. J'ai également écrit 2 livres. Le deuxième va être en publication courant 2025. La plus grande révolution pour faire un panorama des révolutions technologiques. Et de l'autre côté, le sens de l'IA qui se pose beaucoup de questions parce que l'IA nous fait beaucoup poser de questions et on va le voir dans la présentation. Grégory, c'est à toi. Ouais, merci. Donc moi, en fait, donc Grégory Maquiela, j'ai aujourd'hui une entreprise de 35 collaborateurs basée à Mérignac. Donc c'est un cabinet de recrutement et de conseil RH. Donc en fait, on a une vingtaine de personnes qui gèrent les recrutements en fait partout en France, profil cadre et non cadre, en CDI uniquement, et une quinzaine de personnes qui gèrent le conseil RH avec les bilans de compétences, etc. Et donc en fait, dans notre activité, pour vous donner un peu un teasing pour tout à l'heure, le recrutement, comme on fait à peu près 240 recrutements par an, on gère beaucoup de données, beaucoup de candidats. Et donc l'intelligence artificielle, forcément, c'est quelque chose qu'on a implémenté il y a quelques temps et qui est très utile pour nous. Voilà. Alors, les opportunités de l'IA, c'est quoi? Parce que, évidemment, il y a beaucoup d'opportunités offertes par l'IA. On va les citer rapidement. C'est l'automatisation des tâches chronophages et ennuyeuses. Un gain de temps, on l'a vu avec ce chiffre-là, cette stat de l'étude Gartner, 5 heures en moyenne par semaine, c'est colossal. Un gain de productivité, un travail plus épanouissant, puisqu'on peut se concentrer sur des tâches qui sont plus pertinentes ou plus enthousiasmantes, on va dire, et une flexibilité également accrue, puisque l'intelligence artificielle permet de travailler 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. J'ai quelqu'un derrière qui parle. Il faut couper les micros, s'il vous plaît. La clé d'une intégration de l'IA réussie, c'est avant tout qu'elle soit à notre service. Et avant de finir cette petite introduction, je vais vous évoquer les dernières nouveautés qui ont été annoncées ces 3 derniers jours par OpenAI. Donc, le Père Noël Sam Altman nous a délivré. On ne vous entend plus. Ils ont déconnecté le son. Ouais. On n'entend plus rien là depuis un petit moment. Oui, c'est normal, ils ont le son coupé. C'est bon, c'est bon. On essaye juste de couper le son des participants qui n'ont pas coupé leur micro. Donc, accidentellement, ça a coupé le son des présentateurs. Donc, Grégory peut toujours parler. Et Jérôme aussi. Jérôme, on t'avait perdu. Est-ce que tu peux reprendre? Alors, je sais Merci. pas, vous m'avez perdu.
Je sais On pas t'a où vous perdu m'avez. parce qu'on essaie d'éteindre les micros des personnes qui parlaient pour justement que ce soit plus audible et on a fait une mauvaise manip. Donc, c'est bon, tu peux reprendre. Alors, je sais pas où j'en Excusez-nous. étais. Alors, Au c'était niveau du Père Noël. Sam Altman. Ouais, Sam super. Altman. Sam Altman, le Ah, Père Noël. Donc, Sam Altman qui nous a proposé 3 nouveautés. Sora d'une part, qui permet de générer des vidéos et qui était très attendu puisque ça fait 1 an qu'on l'attend. ChatGPT propose c'est $200 par mois pour les professionnels avec des fonctionnalités assez dingues en termes de possibilités. Et le modèle O1, qui est le dernier modèle qui devient multimodal pour ceux qui s'intéressent au sujet. Grégory, ouais. on va en venir à notre démarche puisque l'idée, c'est de faire une interview d'un dirigeant et d'un membre du MEDEF qui va expliquer un petit peu comment il a embarqué le sujet, j'ai envie de dire, dans sa boîte. Et j'ai envie de commencer par une première question, c'est quelle a été ta première relation avec l'IA? Alors, l'IA a commencé, en fait, au départ, c'était une idée individuelle, puisqu'en fait, avec l'arrivée de ChatGPT en fin 2022, je crois, en fait, on voyait en fait quelque chose arriver et en fait, je m'y suis intéressé à titre personnel. Après, j'ai lu pas mal d'articles dessus. On voyait qu'en fait, on promettait un outil révolutionnaire qui allait automatiser en fait des tâches. Et en fait, je me suis emparé du sujet. J'ai fait comme tout le monde en fait, hein. J'ai commencé à tâtonner. J'ai essayé de faire des résumés de textes, des recettes de cuisine. Enfin, je faisais n'importe quoi. Mais en tout cas, j'ai trouvé en fait un intérêt. Et ensuite, donc à partir de là, donc je l'ai présenté en fait aux équipes en me disant, bah voilà, on a fait une réunion, on a dit, bah, écoutez, il y a ChatGPT qui est arrivé, on en parle depuis quelques mois. Je pense que c'est un outil qui peut nous aider grandement dans l'automatisation. Et derrière, bon, je vous avouerai que j'ai pas eu un engouement massif, hein. Je pense que les 3 quarts étaient plutôt dubitatifs et un quart était ouais, un peu excité, on va dire. Voilà. Alors, est-ce que tu avais des gens qui étaient inquiets? Parce que ça, c'est le gros sujet par rapport à l'IA. Est-ce que Ouais. tu avais des gens dans ton équipe qui étaient inquiets de cette arrivée de l'intelligence artificielle? Ouais, en fait, donc on va dire que les gens, déjà, il y en a qui voyaient pas l'utilité, ils voyaient plutôt de la complexité, donc c'était plus de travail. Il y en a qui voyaient une charge de travail supplémentaire pour comprendre l'outil. Après, chez nous, on n'a pas eu on va dire, d'interrogation sur la pérennité du travail. Est-ce qu'on allait continuer? Est-ce qu'on allait se séparer de certaines personnes? Ça, c'était pas du tout, en fait, dans les têtes. C'était surtout, en fait, la complexité et encore, en fait, une couche supplémentaire par rapport à ce qu'on leur mettait en termes de logiciel, etc. C'était une couche de plus dans le millefeuille. Voilà. Alors, on va parler, tac, je partage Ouais. mon écran à nouveau. Je fais un petit tac. Alors, on va parler d'un sujet qui est important hein, sur l'onboarding des collaborateurs, notamment. On a plusieurs problèmes à résoudre avant de se lancer en fait dans la démarche IA. Le premier sujet, c'est quels sont mes vrais problèmes à résoudre? Parce que faire de l'IA à tout prix, ça n'a pas de sens. Mais en plus, c'est voué à l'échec. Parce que si vous avez des gens, et c'est le troisième facteur, c'est est-ce que votre équipe est prête? Si les gens ne sont pas prêts à implémenter l'IA, vous allez au-devant d'une catastrophe industrielle parce que vous aurez des gens qui seront soit contre le projet, soit carrément saboteurs sur la démarche d'intégration. Et également, le deuxième point qui est très important, c'est qu'il faut être prêt au niveau de vos données, puisque sans contenu, on ne peut pas avoir des résultats pertinents. Et ça, c'est dû au modèle probabiliste de l'IA, c'est-à-dire que ça n'est pas un moteur de recherche, l'IA, c'est un moteur de résultats et de probabilité en fait, d'avoir un bon résultat. Plus vous avez des entrées qualitatives, plus vous aurez des bons résultats, mais ça, on va en parler après. Ce qui évoque un peu Grégory et ce qu'on peut appeler le syndrome popcorn. Alors, je ne l'ai pas déposé, mais c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'en fait, on se rend compte que dans beaucoup d'entreprises, on a des collaborateurs qui vont écouter de manière un peu religieuse
la dynamique et la démonstration de l'IA, mais à un moment, ils vont dire oui, mais. Et ce oui, mais, de mai à maïs, il n'y a qu'un point. Et là, on a ce syndrome popcorn, c'est-à-dire des gens qui vous écoutent sur les possibilités, mais qui en fait explosent au bout d'un moment sur les risques, les craintes qu'ils peuvent avoir sur l'IA. La problématique, c'est que ce changement d'état entre le maïs et le popcorn, il est un peu irréversible. Donc, il faut faire très attention d'embarquer ses collaborateurs dans la démarche. Et je crois que Grégory, justement, c'est ce que toi, tu as fait dans ta démarche. Ouais, exactement. En fait, l'idée, au départ, elle venait de moi et je saisissais les opportunités en fait de l'IA. Car je me disais, effectivement, on va automatiser, on va gagner du temps, on va être plus productif et derrière, on va pouvoir mettre les collaborateurs sur des sujets à plus forte valeur ajoutée. Et en fait, au départ, ça a été un échec parce que en fait, je voyais bien que trois quarts des personnes étaient dubitatives et puis on voyait l'immensité de la tâche. Donc en fait, en fait, j'ai eu la chance, c'est ce qu'a dit en fait Jérôme, c'est que en fait, au sein de nos équipes, on a toujours des utilisateurs cachés. Et en fait, en discutant un peu avec mes équipes, en fait, j'ai vu qu'il y avait trois, quatre personnes qui le faisaient de leur côté, en fait, depuis même avant moi, peut-être, et qui essayaient des choses de leur côté au sein de l'entreprise. Donc, en fait, ils n'avaient pas demandé l'autorisation, hein, donc ils faisaient en fait leur petite bidouille chacun de leur côté. Et après, donc, j'ai vu qu'il y avait un intérêt quand même. Il y avait peut-être des locomotives au sein de l'entreprise. Et en fait, ce qu'on a fait, et ça c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup dans mon entreprise, c'est qu'on monte des ateliers, en fait, sur la base du volontariat. En fait, l'idée, c'est qu'on a depuis des années chez nous, c'est de dire, ben voilà, on va porter des projets, mais non pas par la direction, mais par les pairs. C'est-à-dire que, ça, Jérôme va en parler tout à l'heure, mais en fait, l'idée, c'était de dire, c'est moi qui voulais au départ mettre en place quelque chose, donc ça venait de la direction. Là, l'idée, c'était de descendre d'un cran et de dire, ce sont les pairs qui ont besoin de certaines choses et ils vont parler entre eux et on va pouvoir le mettre en place. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que donc sur la base du volontariat, j'ai nommé deux personnes qui étaient très motrices en fait sur le sujet, qui connaissaient, qui bidouillaient bien, etc. Et en fait, je leur ai demandé d'être chef de projet pour identifier en fait ce qu'on appelle les cas d'usage. C'est-à-dire, en gros, lister les actions simples, très simples, basiques, qui pourraient être utilisées par leur pairs au quotidien. Et ça, j'insiste, par leur pairs, avec le même métier, les mêmes actions, etc. Donc, pas quelqu'un qui ne connaît pas, qui demande aux autres de faire autrement, c'est des gens qui font le métier au quotidien, leur mission, et de voir comment on peut améliorer les choses. Voilà. Greg, je pense que tu dis deux choses très importantes là. Le premier sujet, effectivement, c'est que on est un groupe projet dans l'entreprise, des gens qui sont impliqués, qui ont envie d'y aller et qui vont être moteurs. Et c'est pas la direction qui va imposer de manière descendante en fait les sujets, mais c'est vraiment une dynamique collective où on va embarquer progressivement sans aller trop vite. On le verra tout à l'heure parce que ça c'est extrêmement important. Mais ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est faire émerger les cas d'usage. Pour faire émerger les cas d'usage, nous, on a une démarche qui est une démarche complète qui va viser à déjà faire parler vos collaborateurs sur quels sont leurs points de douleur, entre guillemets, leurs problématiques, les questions qu'ils ont à résoudre, on va dire. Et à partir de là, on va travailler ensemble. C'est-à-dire que c'est le moteur initial, c'est eux qui vont donner les problématiques. Et ces problématiques, en discutant, vont devenir potentiellement des cas d'usage. Toutes les problématiques ne sont pas forcément, résolvables avec l'IA, ou je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, ou solubles. Par contre, ce qui est certain, c'est que le fait de partir de leurs demandes et de leurs problématiques, là, vous les embarquez beaucoup plus facilement parce que ça les touche. Et donc, c'est ces cas qui sont prioritaires dans la démarche.
te laisse continuer, Grégory. Exactement, c'est ce qui s'est passé chez nous, c'est-à-dire que en fait, les deux personnes sont parties interviewer les différents collaborateurs. Ils ont parlé avec leurs mots et ils ont récupéré leurs attentes. À partir de là, donc, ils ont travaillé dans leur coin et ils nous ont fait une restitution en fait en réunion où en fait ils ont listé une douzaine. Alors la première fois, je crois que c'était une douzaine de cas d'usage. Ils avaient identifié. Et ils en ont parlé, en fait, et ils ont montré, ils ont expliqué avec leurs mots et leur utilisation au quotidien, en fait, ce qu'on pouvait apporter, en fait, dans les différentes tâches. Et alors là, le résultat était magique, hein. Autant moi, la première fois, je crois que j'avais 3/4 de gens dubitatifs, autant là, on avait 2/3 de personnes qui étaient beaucoup plus enclines, on va dire, à avancer dans le projet. On avait toujours un tiers de personnes un peu sur le recul, mais en fait, on avait 2/3 déjà qui voyaient quelque chose de bien. Voilà. Et comment tu fais pour embarquer Ouais. justement ceux qui sont un peu encore sur le reculoir? Alors, ce qu'on a fait, en fait, bon là, c'est quelque chose, bon, c'est un retour d'expérience, mais c'est du management, c'est toujours pareil. En fait, on s'est aperçu que le frein, c'était plutôt la mise en pratique. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde est d'accord sur la théorie, tout le monde est d'accord pour améliorer les choses, faire en sorte que ça aille plus vite, qu'on ait plus de temps, etc. Tout le monde est d'accord sur le principe, sur la théorie, là, il n'y a pas de souci. Le problème majeur aujourd'hui dans tout ce qu'on fait, dans tous les projets qu'on mène, c'est comment on passe de la théorie à la pratique. Et en fait, ce qu'on a fait, alors je ne sais pas si j'enchaîne maintenant, Jérôme, mais On va enchaîner sur les cas d'usage parce qu'on répond ouais, on va directement enchaîner. Ouais, à une on va question, enchaîner. parce qu'on est Alors, peut-être trop long sur l'introduction, mais on est ouais. peut-être trop long, mais très important parce que tout ce qu'on va décliner maintenant, ça n'est possible que Mm. parce que Grégory a fait cette démarche initiale d'embarquer ses équipes. Voilà. Donc en fait, par exemple, là, on a listé quelques cas d'usage. On ne les a pas tous listés, mais c'est en gros ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on a mis en place dès le départ. C'est par exemple, nous, on a besoin de rédiger une fiche de poste. C'est-à-dire que souvent, en fait, notre client ne va pas nous donner forcément des fiches de poste très complètes ou alors inexistantes. Donc en fait, on va être capable en fait, de faire des fiches de poste à partir de zéro, quasiment à partir de zéro, c'est-à-dire à partir d'un audit oral avec le manager et le RH. Et à partir de là, ça crée automatiquement en fait une fiche de poste. Deuxième cas de figure qui nous intéresse énormément et qu'on utilise beaucoup, c'est la rédaction d'offres d'emploi totalement automatisée et personnalisée. Donc ça, on va le voir après plus dans le détail, mais ça, c'est un outil qu'on utilise vraiment au quotidien. Également, comme cas d'usage, on crée des posts LinkedIn, c'est-à-dire qu'en gros, en fait, on communique sur nos offres sur LinkedIn et de manière automatique. C'est-à-dire qu'on va prendre l'annonce, la fiche de poste et on va demander à synthétiser pour faire en fait ce post. Et on va utiliser également un générateur d'images pour faire des images sympas qui collent complètement au poste sur lequel on travaille. On va créer des recherches booléennes. Donc là, c'est purement de l'approche directe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va aller chercher un candidat sur des bases de données, ben, on va réfléchir, bien sûr, mais là, en fait, on peut automatiser la création en fait, des recherches. On peut également, et ça c'est magique aussi, c'est rédiger des textes d'accroche personnalisés. C'est-à-dire que quand on va contacter des candidats, on va être capable, en fait, en fonction de la fiche de poste, du profil LinkedIn, on va être capable de rédiger des textes uniques pour une personne. Voilà, des textes ultra personnalisés. La suite, Jérôme? Avant d'aller sur Ouais. les 4 autres cas, évidemment, là, on parle de cas de premier niveau, des choses qui ont Ouais. été mises en place très rapidement dans ta boîte, Grégory, Mm. et qui ont permis de prendre de l'expérience et de l'expertise. Et évidemment, à partir de ces éléments-là, on pourra aller beaucoup plus loin. Je pense notamment à tout ce qui est rédaction de fiches de poste, etc., qui vont servir après effectivement à faire des matchings, à faire des évaluations de CV, des sélections, etc. Donc Tout à fait. là, on présente le premier niveau et je te laisse continuer avec les quatre cas d'usage suivants. Ouais. Je rebondirai après sur ce que tu viens de dire. Donc, je termine juste cette partie.
Donc, on a mis en place également l'analyse des compétences à partir du CV, c'est-à-dire que aujourd'hui, comme on a des CV de plus en plus compliqués, avec des changements de trajectoire, etc., c'est très bien d'avoir des synthèses en fait automatiques. On peut également aujourd'hui synthétiser nos tests, parce qu'aujourd'hui, on fait passer des batteries de tests de personnalité à nos candidats. Et derrière, en fait, l'idée, c'est d'avoir des synthèses de tous ces tests pour pouvoir en fait mieux comprendre comment les gens fonctionnent et les présenter à nos clients. On peut rédiger des synthèses d'évaluation, c'est-à-dire qu'on fait des entretiens de recrutement et derrière, on peut utiliser, grâce à des outils spécifiques qu'on verra après avec Jérôme, on peut rédiger des synthèses hyper précises. On peut résumer des entretiens d'1 heure en quelques lignes, en quelques minutes. Là, on prenait une demi-heure, 3/4 d'heure pour faire ces choses-là. Et enfin, le dernier point, c'est pour plus tard, parce qu'on n'est pas encore totalement dedans. Là, je fais juste un teasing. C'est en fait, on est en train de développer en fait une méthode en fait pour gérer de la grosse donnée, beaucoup de données, et faire des matchings automatiques. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, Alors, juste, je rebondis. au détail. Avant... Ah oui, Attends, pardon, on va dire sur ce que tu voulais dire. ouais, je rebondis sur une chose. C'est qu'effectivement, en fait, on a, pour embarquer tout le monde, le truc, et ça, je l'ai compris au fur et à mesure, c'est qu'il fallait démystifier l'IA. Et en fait, même si on avait des ambitions beaucoup plus importantes, en fait, l'idée, c'était de commencer effectivement par des premiers succès. En fait, quand on apprend à un enfant à marcher, on ne va pas le faire courir tout de suite. Déjà, c'est bien qu'il aligne 2 pas l'un devant l'autre. Et c'est exactement pareil. C'est-à-dire, c'est comme ça, en fait, qu'on a réussi à embarquer tout le monde. Parce qu'en fait, l'idée, c'était de faire des choses très, très simples, très basiques, qui ne demandaient pas trop de réflexion, on va dire, et qui, voilà, permettent, en fait, de vraiment montrer à tout le monde que c'est très simple et qu'on a des premiers succès avec l'outil. Voilà. Et au Même, moins, on a alors, préparé la première phase. Ouais. et pour aller plus loin, tu me parlais d'une plateforme IA dans laquelle tu as permis de vraiment faire du 100%, d'embarquer 100% des collaborateurs. Comment tu as fait? Alors là, on a fait appel en fait à un moment. En fait, on a vu que, comme je disais tout à l'heure, passer de la théorie à la pratique, c'est compliqué pour tout, hein, pour les logiciels, etc. C'est pas que pour l'IA. Et donc l'idée, c'est qu'on a fait appel tout simplement à un jeune, un ingénieur, un stagiaire. On l'a fait travailler un mois sur le sujet. Il venait de l'ENSERB, je crois, de mémoire. Et en fait, il était passionné d'IA et en fait, il a pris nos cas d'usage et en gros, il nous a créé une plateforme très simple, hein, c'est un drive, voilà, tout ce qui est basique. Avec, en fait, il nous a créé une boîte à outils. En fait, pour chaque action, donc là, on en a 9 sur les slides, mais en tout cas, pour chaque outil, il nous a créé, enfin pour chaque cas d'usage, il nous a créé en fait une boîte à outils. Donc lui, il a fait en fait la partie technique, c'est-à-dire voici ce qu'il faut rentrer dans ChatGPT, voici les informations qui sont demandées. Et à partir de là, l'utilisateur, lui, en fait, il fait que appliquer en fait les directives et il le met dedans. Et derrière, ça lui demande enfin, il n'a aucune appréhension. Il n'a juste qu'à suivre les instructions qui sont indiquées, qui sont très simples. Et donc là, on va vous montrer. Ouais. Ça devient un logiciel, en fait, de la même manière que la plupart des logiciels utilisés. Ça rend complètement transparent l'utilisation de l'IA, puisque eux n'ont pas à faire les prompts. Mais par contre, ils sont pas mis sur le bord du chemin et tu arrives à les embarquer dans la démarche de cette manière-là. Ouais. Ouais, tout à fait. Et donc, par exemple, là, on va prendre 2 cas d'usage très simples. Alors là, il y a un cas qu'on va détailler, qui va vous montrer. Donc là, par exemple, la rédaction d'une offre d'emploi. Donc, vous êtes RH, vous êtes dirigeant d'entreprise, vous cherchez à recruter. Une annonce, c'est une belle annonce aujourd'hui, une très bonne annonce, on va dire, pas une annonce qui fait 5 lignes et qui dit simplement venez chez nous et on a tel poste. Aujourd'hui, il faut faire des belles annonces avec du sens, l'environnement de travail, les missions, etc. En fait, aujourd'hui, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Une bonne annonce, quand on le fait à la main, c'est entre 30 minutes et 1 heure, quoi. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc, en fait, l'idée, pour vous donner un petit résumé, c'est on va insérer en fait, dans ChatGPT la fiche de poste, le brief du manager,
et des informations sur la société pour laquelle on recrute. Et à partir de là, on va créer un prompt. Donc là, par exemple, je vous donne le prompt. Alors, c'est une version édulcorée, bien sûr, hein, de ce qu'on fait, mais j'ai demandé à ce qu'on me la résume. On va donner des instructions très simples à ChatGPT. Et donc, le cas concret, par exemple, là, c'est adopte la perspective d'un recruteur. En t'appuyant sur les meilleures pratiques de recrutement acquises au fil des années, rédige une offre d'emploi détaillée pour un poste de comptable en CDI au sein de l'entreprise Intel, avec généralement un lien vers le site, plus une courte description, plus une localisation. Ce recrutement vise à intégrer une personne dans l'entreprise, dès que possible, avec pour objectif, mission globale du poste. L'offre d'emploi devra être structurée autour des sections suivantes: présentation succincte de l'entreprise, mission principale, profil recherché, modalité du poste. Expérience demandée, l'offre devra être engageante, inclusive et adopter un ton amical, professionnel. Et ensuite, on parle des avantages. Ça, c'est un exemple de prompt très simple, très 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 simple, très basique, qu'on peut mettre en place et qui permet, en fait, en 2 temps, 3 mouvements, de créer une annonce. Alors, attention, Attends, je te coupe un peu, Grégory, ouais, parce que bien tu me as dit couper. quelque chose qui était très important. Dans ChatGPT, on peut rajouter des éléments de contexte additionnels. Notamment, on peut rajouter des anciennes fiches de poste, on peut rajouter la politique de l'entreprise, on peut rajouter beaucoup de fichiers qui vont permettre de contextualiser au maximum, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour avoir, grâce à ces documents additionnels qu'on va mettre à disposition de l'IA, plus le prompt, avec les différents paramètres que tu as évoqués, avoir un résultat derrière qui va être le plus pertinent et qui va correspondre le plus à ce que nous, on demande et également ce que l'entreprise a l'habitude de faire. Donc, le contexte va être extrêmement important et vous avez la possibilité de rajouter jusqu'à 10 fichiers directement dans l'invite ChatGPT, hein, là où vous écrivez votre prompt. Et également, vous pouvez le faire via des GPT personnalisés. Alors ça, c'est des assistants ou des agents intelligents sur une tâche spécifique où vous allez avoir la possibilité de mettre jusqu'à 20 fichiers. Et si vous voulez aller plus loin, on peut développer des choses. Là, pour le coup, il faudra utiliser l'API. On est sur des cas d'usage, comme on l'évoquait, plus évolués. Mais en tout cas, vous avez cette possibilité, dès le départ, déjà avec une dizaine de fichiers, de contextualiser votre requête. En fait, voilà, c'est l'idée aussi, c'est attention, c'est ChatGPT, enfin, l'intelligence artificielle ne remplace pas la personne, hein, je réinsiste. C'est juste qu'en fait, derrière, il y aura une vérification qui sera faite par le consultant, enfin la personne qui était en charge en fait de la création de cette annonce. Il va venir la modifier, l'optimiser. Mais en tout cas, il y aura 95% de la trame qui sera déjà construite. Il aura une annonce hyper personnalisée avec, enfin c'est assez bluffant hein, quand vous faites les premiers essais, c'est vraiment impressionnant. Et on passe effectivement de une demi-heure, trois quarts d'heure à 5 minutes de temps, donc ce qui est assez grand. Et donc là, l'exemple qui est là, qu'on vous délivre, ça peut marcher. C'est-à-dire vous faites un copier-coller, ça fonctionne aujourd'hui, demain, pour faire n'importe quelle annonce au sein de l'entreprise. Voilà. Et donc, c'est un énorme gain de temps. Grégory, tu as dit quelque chose qui est très important. Tu as dit ça peut faire gagner 80% du temps. Évidemment, vous restez les experts de votre métier. Le but, moi, tu vois. si vous pouvez ne pas parler derrière, surveiller sur le télétravail. Est-ce que vous pouvez couper Séverine Honoré, il faut couper ton micro. Parce qu'on vous entend en fait. Donc, ce que je veux dire et que tu as souligné, c'est que ça fait gagner 80% du temps. Pour autant, ça ne remplace pas l'expertise, ça ne remplace pas la nécessité de contrôler le résultat, mais n'attendez pas que ChatGPT fasse 100% de votre travail de manière automatisée. Ça n'a pas de sens et surtout, ça aura d'autant moins de sens que si vous ne vérifiez pas les résultats, vous allez pouvoir balancer dans la nature des choses qui ne correspondent pas forcément à ce que vous voulez dire. Donc, il va être très important de considérer qu'effectivement, c'est une aide, c'est un assistant et en aucun cas un remplaçant. Oui, tout à fait. Donc voilà, ça c'était un premier cas d'usage. Et le deuxième, alors là, je vais pas vous montrer le prompt qui est derrière parce qu'il est plutôt costaud.
En fait, on va être capable de rédiger des messages d'accroche personnalisés. Alors, nous, on s'en sert pour tous nos services, que ce soit sur la partie recrutement, que ce soit sur la partie conseil, sur la partie commerciale aussi. Ça s'adapte vraiment à tous les services d'une entreprise. C'est-à-dire qu'on va être capable, en fait, à partir, par exemple, donc là, on va parler du recrutement, mais on prend une offre d'emploi, un profil LinkedIn, on va mettre ça dans le chat et derrière, on va être capable, donc avec des requêtes personnalisées, enfin des requêtes, voilà, on va être capable en fait de faire un message unique pour cette personne. Alors, je prends juste un petit exemple, hein, c'est bateau, mais c'est par exemple, on recrute pour une entreprise qui fait des cartes électroniques, on va recruter un responsable de production. Eh bien, on va prendre les éléments de l'entreprise, sa manière de faire, enfin les éléments en fait qui sont autour dans son environnement et on va le faire matcher en fait avec le profil LinkedIn. Derrière, ça va donner un message qui va être peut-être du type Monsieur Martin, bonjour. Nous avons vu que vous êtes très investi dans des actions solidaires. Ben demain, on a peut-être une mission pour vous au sein d'une entreprise qui partage les mêmes valeurs que vous. Ça nous a pris 20 secondes. Et derrière, on a un message hyper accrocheur, bon, peut-être meilleur que celui l'exemple que j'ai donné, mais en tout cas, un message hyper personnalisé pour le candidat. Et quand on est face en fait à des personnes on est sur un marché pénurique où c'est compliqué, eh bien on peut se démarquer en fait par rapport aux autres entreprises en ayant un message beaucoup plus marquant et qui touche beaucoup plus le candidat. Et ça, comme j'ai dit, on peut l'appliquer pour du commerce, on peut l'appliquer pour d'autres activités, et nous on le fait vraiment pour tous nos services. Voilà. Et c'est très simple à mettre en place. Grégory, est-ce que tu peux nous donner un peu les leçons que tu as tirées de cette expérience? On rappelle que ChatGPT a 2 ans, vient de fêter son anniversaire, c'est pour ça qu'il y a tant de cadeaux. Et donc, toi, tu prends le sujet un peu il y a 2 ans de manière un peu individuelle, et puis après, bah, tu lances un peu la démarche au bout d'un certain temps dans ton entreprise. Quels sont les apprentissages et les leçons clés que tu peux nous partager? Alors, là, c'est bien parce que j'ai eu le temps de le mûrir, cet aspect-là. En fait, bon, déjà, ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. C'est-à-dire qu'en gros, moi qui ai l'habitude de mettre en place des choses au pas de course, là, j'ai vu qu'effectivement, on a besoin de temps. Le temps est important. Donc ça, c'est la première chose, le temps. Deuxième chose, il est inconcevable, en fait, d'embarquer tout le monde d'un coup. C'est de façon progressive et on y va par palier. Voilà. Même au sein d'une PME, hein, je veux dire, c'est même pas lié à une taille, une inertie d'un groupe. C'est une équipe, qu'on soit 10, qu'on soit 20, qu'on soit 30, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va y aller en fait par étapes. Et il faut, en fait, l'apprentissage que j'ai eu, c'est qu'il faut d'abord commencer par des petits succès, histoire d'embarquer le maximum de monde, et ensuite on commence à progresser. Donc ça, c'est vraiment l'apprentissage. Et je pourrais Et rajouter, oui, et on va parler quand même de l'âge. L'âge n'a pas grand-chose à voir. Pour non, avoir formé des centaines de personnes, on s'aperçoit que ça n'est pas une question d'âge. C'est une non, non, non. question de transformation et d'appétence et de curiosité à des nouveautés et la capacité d'adaptation au changement. Et donc, Hmm. ce n'est pas qu'une question d'âge, même si ça peut parfois compter, mais détrompez-vous sur ce sujet potentiellement. Si vous pensez que l'âge a quelque chose d'important dans la démarche, ce n'est pas le Hmm. cas. Des fois, on a des jeunes qui sont complètement réticents parce qu'ils ont beaucoup d'inquiétudes et eux n'ont pas l'expertise. Donc, c'est Hmm. extrêmement important. Ouais, ouais, tout à fait. En fait, c'était lié. Il faut vraiment, en fait, dans la mise en place en fait de l'outil, c'est de montrer effectivement le gain pour le collaborateur. C'est pas, en fait, c'est surtout pas montrer le gain pour l'entreprise. C'est surtout le gain pour le collaborateur, ce que ça va lui apporter au quotidien et comment, en fait, il va pouvoir se décharger en fait de tâches chronophages pour pouvoir se concentrer sur des tâches beaucoup plus à valeur ajoutée, beaucoup plus sympa. Et c'est d'ailleurs là-dessus, enfin après, ce sera une transition certainement du Jérôme, mais c'est une transition aussi vers le futur, ce qu'on va mettre en place après, qui Eh ben, sera différente. Voilà. Eh ben, très bien. Donc, exactement ce dont on va parler après. Mais Mm. juste avant, je vais vous donner d'autres cas Mm. d'usage qui peuvent être très intéressants.
Le premier, c'est l'automatisation des tâches administratives. Tu en as parlé rapidement, mais on ne l'a pas cité forcément dans les choses, dans la liste, pardon. Tu peux montrer peut-être à l'écran le petit boîtier. Il y a un petit boîtier qui s'appelle Plaude et qui permet de faire des enregistrements qu'on va transformer en transcript, puis en résumé, et qui vont permettre en très très peu de manipulation, de manière très simple, de faire des enregistrements présentiels, distanciels et même les coups de téléphone. Ça va permettre d'automatiser ces comptes rendus de réunion ou d'entretien. Deuxième chose intéressante en termes administratifs, c'est la rédaction des emails. C'est la facilité pour rédiger très rapidement des emails qui peuvent être personnalisés. Également, la rédaction de documents administratifs, que ce soit des appels d'offres, que ce soit des devis, des règlements intérieurs, pourquoi pas, des tutos, c'est-à-dire des explications d'un sujet pour des collaborateurs ou pour des gens qu'on va recruter. À partir de documents, on est capable d'expliquer, ChatGPT va être capable d'expliquer le document et de manière la plus simple possible. Et évidemment, il pourrait le faire dans toutes les langues, puisque le sujet de la langue n'est pas un sujet pour l'IA. Donc, il peut synthétiser des documents et également traduire les documents dans toutes les langues et dans tous les niveaux de langue. J'insiste là-dessus, c'est que parfois, vous avez des profils dans ces… Je le sais, je l'ai fait la semaine dernière, j'étais au salon de la formation du BTP. Ben, on a eu ce cas d'usage de personnes qui ne parlent soit pas la langue, soit maîtrisent très mal la langue. Et donc, le but du jeu, ben, c'est de leur apporter à leur niveau de langue, en fait, l'information essentielle. Donc ça, c'est des tâches administratives simples, mais qui font gagner un temps considérable. En moyenne, un compte-rendu de réunion, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Bah là, vous descendez à 10 minutes, un quart d'heure. Donc, quand vous multipliez par le nombre de comptes rendus de réunion à faire ou d'entretien, hein, et dans le métier des RH, c'est évidemment très important, bah, vous gagnez énormément de temps. J'ajoute quand même un point très important. Il n'est pas du tout question de ne pas, comment dire ça, pas s'intéresser, mais en tout cas, il y a une nécessité absolue quand vous enregistrez les gens, évidemment, de respecter les règles de confidentialité et de leur demander leur autorisation avant de les enregistrer. Donc, le conseil que je peux vous donner, et faites très attention d'ailleurs avec toutes les visios que vous faites actuellement, puisque la plupart des visios sont enregistrées, que vous le sachiez ou non, et souvent sont résumées. Donc, si vous dites des bêtises dans une réunion aujourd'hui, la plupart du temps, ça se retrouvera dans le compte-rendu de réunion. Donc, soyez très vigilants à ça. Un, pour respecter les gens à qui vous faites passer les entretiens ou la démarche que vous avez. Et faites attention aussi pour vous, parce qu'on est sujet à l'enregistrement permanent maintenant. Tu voulais rebondir, Grégory? Oui. En fait, aujourd'hui, ces outils, ChatGPT, c'est vrai qu'on parlait des cas d'usage tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on l'utilise vraiment à toutes les étapes. Et effectivement, la partie RGPD, effectivement, est hyper importante. Donc là, c'est vrai que il faut pas se cacher. Par exemple, moi, je parlais des CV qu'on injectait en fait dans Chat. On enlève bien sûr, en fait, on demande les instructions si on ne met aucune coordonnée de la personne. C'est-à-dire qu'en gros, on n'alimente pas en fait les données américaines, les serveurs américains avec nos coordonnées, etc. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on injecte des documents, elles sont expurgées en fait des noms, prénoms, coordonnées des candidats, etc. Et ça, c'est hyper important, hein. Voilà. Et sur la sécurité, je vais rajouter une chose, c'est que ChatGPT, dans la version plus, la version payante, et la version Team, la version pour les entreprises collaboratives, vous avez la possibilité de ne pas entraîner le modèle. C'est-à-dire que vous avez une logique de OpenAI. Alors, je parle d'OpenAI avec ChatGPT, mais l'ensemble des modèles ont des politiques similaires. C'est-à-dire que quand vous avez des comptes payants, vous pouvez utiliser ces comptes sans que vous entraîniez le modèle. Et ça veut dire aussi que les informations que vous mettez dedans ne sont pas utilisées, ne sont pas partagées. J'ajoute quand même, ce sont des entreprises américaines, tout ça, et que dans le droit américain, le gouvernement
peut tout à fait demander à avoir des informations. Donc, on reste vigilant, mais à partir du moment où ça ne sont pas des informations, qui soient de nature industrielle, à être dans le giron en fait de la concurrence américaine, il n'y a pas de raison pour que le gouvernement s'intéresse à vos données. Donc là, il y a une sécurité à ce niveau-là. Je vais enchaîner sur les 4 cas d'usage majeurs de l'enquête EY. Alors, même si elle date de 2023, montre ces gros cabinets. Sachez que tous les grands cabinets de recrutement se sont mis massivement. Oui. Vas-y. Et donc, ils ont investi, ils ont signé des accords d'ailleurs directs, souvent avec ChatGPT, pour former l'ensemble des collaborateurs à ces sujets. On peut citer 4 exemples majeurs de cas d'usage. Donc, le recrutement et les sélections des candidats, tu en as parlé, bien sûr, Grégory, mais on peut tout à fait analyser des CV automatiquement, matcher des profils par rapport à une offre d'emploi, filtrer les candidatures, faire un compte-rendu et un scoring global. Sur 500 CV, par exemple, sélectionner les 10 meilleurs et proposer au directeur des ressources humaines la liste des 10 CV qui correspondent le mieux et qui ont les meilleures notes, avec, pour aller plus loin, pourquoi pas, carrément la liste des questions personnalisées à poser aux différents candidats et éventuellement une réflexion sur les points de blocage potentiels avec ces candidats. Donc là, vous avez cette possibilité-là d'automatisation de toute une partie qui représente peut-être 80% du travail, mais toute la phase de sélection. Vous pouvez gérer les talents. Je ne vais pas être trop long sur les cas d'usage parce que vous les avez devant les yeux. Évidemment, pour la formation et le développement, ça permet vraiment de créer des parcours d'apprentissage. Donc, vous pouvez avoir votre compagnon ChatGPT qui va accompagner tout au long de la démarche d'une formation. Et puis, vous avez également un sujet qui est extrêmement important. Ce sont les chatbots. Alors, ce n'est pas les chatbots de l'ancienne génération. Là, ce sont vraiment des chatbots que vous avez sur les sites Internet qui permettent de répondre à toutes les questions que les candidats ou vos clients pourraient se poser avec une interactivité en temps réel. Et j'ajoute que ce n'est pas uniquement avec la base de ressources d'informations de ChatGPT qu'on va pouvoir faire ces chatbots et ces interactions, mais on va pouvoir le faire avec vos données, c'est-à-dire votre politique d'entreprise, vos informations, vos référentiels, etc. On va pouvoir répondre en temps réel à énormément de questions, ce qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Tu veux peut-être réagir, Grégory ? Ouais, je voulais rebondir sur certains points. C'est vrai que ces 4 points-là, ça peut paraître s'adresser à des grands groupes, parce qu'en fait, le filtrage automatisé de CV, bon, il faut avoir du volume, etc. Nous, on ne le fait pas, personnellement, même si on reçoit 3 000 à 4 000 candidatures par mois, on n'est pas encore là-dedans, on est sur du vraiment filtrage humain, etc. Mais par contre, il y a des choses, en fait, qui peuvent être adaptées à une PME. C'est-à-dire qu'effectivement, tout à l'heure, Jérôme, tu disais, préparer des entretiens, par exemple, tout bête, et là, il n'y a pas besoin de connaître en fait de la programmation. En fait, nos consultants, par exemple, quand ils vont rencontrer un candidat, ils veulent voir en fait certaines choses, certains traits de personnalité, et ils vont demander en fait à ChatGPT de les aider là-dessus, c'est-à-dire en disant quelles questions devrais-je poser pour détecter en fait si la personne en fait est un manager directif ou laxiste. Et en fait, ça va les aider à préparer l'entretien, à compléter leurs questions. Et également, même s'ils sont sur un recrutement où ils connaissent pas trop en fait l'environnement, ça permet en fait, ChatGPT va venir les aider, les seconder pour poser les bonnes questions. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on applique en PME. Et l'idée est tout à fait juste et judicieuse, ce que tu évoques, Grégory, c'est qu'il faut d'abord travailler, mettre le fruit de son travail dans l'IA pour avoir le meilleur contexte et demander un avis ou des questions additionnelles ou un regard différent et non pas demander directement de le faire pour vous. Parce que si vous faites cette démarche-là, il y a le premier risque, c'est que vous allez plus savoir faire vous-même. Et deuxième risque, la perte d'apprentissage fait que vous êtes plus capable d'analyser les retours. Et il y a un écueil important dans les entreprises aujourd'hui, c'est que l'IA, elle paraît bluffante, donc on s'habitue très régulièrement à utiliser les résultats sans même les vérifier. Et là, il n'y a rien de pire que ça dans une entreprise.
Donc, je vous invite vraiment à avoir cette démarche-là d'alimenter l'IA avec des éléments et de bien regarder ce qu'elle vous propose parce qu'elle peut avoir ce qu'on appelle des hallucinations. Alors, ce ne sont pas des erreurs, en fait, c'est juste que le contexte n'étant pas suffisant ou les informations disponibles ne sont pas suffisamment complètes, donc les résultats ne seront pas à la hauteur de ce que vous attendez. Je vais enchaîner sur trois points extrêmement tendus potentiellement dans les entreprises. On en a parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle alors excusez-moi des anglicismes, mais c'est le top-down, c'est pour que tout le monde comprenne bien, c'est on impose au niveau de la direction l'utilisation de l'IA. Et ça, il n'y a rien de pire, et je pense que Grégory en a fait la meilleure démonstration possible. Deuxième sujet, c'est l'inverse, c'est le bottom-up, c'est-à-dire que c'est les collaborateurs qui utilisent l'IA, vous ne le savez pas. Moi, j'ai eu le cas dans certaines entreprises qu'on a formées, ça pose un énorme problème de sécurité et ça pose également un problème de ne pas savoir en fait que les collaborateurs l'utilisent parce que du coup, il y a une espèce de relation un peu biaisée avec des collaborateurs qui l'utiliseraient sans que vous soyez conscient qu'ils l'utilisent. Et dernier point, c'est ce que j'ai appelé le side-by-side, c'est je ne sais pas si on me voit, mais si vous avez deux doigts au même niveau, deux collaborateurs qui ont exactement les mêmes caractéristiques, qu'un collaborateur va utiliser l'IA et va avoir une courbe d'apprentissage et de progression extrêmement importante et du coup va être beaucoup plus productif, il va se passer un phénomène avec la personne qui n'utilisera pas l'IA, c'est le phénomène ils vont penser que l'autre triche. Un, que l'autre triche, deux, qu'il est moins compétent, et trois, qu'il est feignant. Et donc ça, ce qui est très intéressant, c'est de voir ce que ces trois éléments-là, qui sont à peu près un tiers, un tiers, un tiers, ces trois éléments-là, ils sont partagés en fait par les deux. C'est-à-dire que même ceux qui utilisent l'IA, parfois, ont le sentiment qu'ils trichent. Donc, il va falloir être très vigilant dans les entreprises aussi. Ce n'est pas uniquement le top-down et le bottom-up, c'est entre les collaborateurs. C'est pour ça que ta démarche, Grégory, elle est pertinente parce que le fait d'embarquer tout le monde, on a moins ou pas ce phénomène. J'insiste aussi sur le fait que l'IA ne remplace pas l'expertise. L'IA, c'est une méthode probabiliste. ChatGPT, c'est probabiliste. Ça veut dire quoi, probabiliste? Ça veut dire qu'elle ne comprend pas ce que vous dites, elle n'a pas d'objectif et elle n'a pas d'émotion par rapport à ce que vous demandez. Donc, c'est une méthode, encore une fois, de probabilité d'un résultat par rapport à un contexte. C'est bien pour ça que le contexte doit être extrêmement important. Et deuxième chose, c'est que vous êtes les experts de votre métier et que, évidemment, le résultat doit être étudié à l'aune de vos connaissances. Je vous donne un exemple très concret de ça. J'ai fait une demande de synthèse d'un appel d'offres pour de la construction, d'une construction de maison. Et puis, j'ai demandé le nombre de mois qu'il fallait pour faire ce dossier-là et combien ça allait coûter. Seulement, les résultats, c'était 6 mois et 10 millions d'euros, je crois. J'avais aucune capacité à juger ce que l'IA m'a proposé. Donc, un architecte a regardé le document et a, lui, pu analyser à la fois les points positifs, mais également les erreurs. Donc, l'idée, c'est de vous faire gagner du temps et de l'énergie, en aucun cas de remplacer votre métier. Et c'est pour ça qu'il est très important de connaître les possibilités de l'IA, parce que l'IA ne peut pas tout. Quelles sont les méthodes pratiques, les enjeux et les limites pour utiliser au mieux l'IA. Et ça, je le résumerai avec ces trois étapes indispensables. La première chose, c'est savoir ce qui existe. Vous avez peut-être tous vu pendant la campagne présidentielle américaine des images de Kamala Harris et Donald Trump qui étaient ensemble et qui vivaient une love story. Si vous ne savez pas qu'il est possible de faire des deepfakes, alors sur ce cas peut-être pas, mais sur beaucoup d'autres deepfakes, c'est-à-dire des modifications de vidéos, vous ne sachant pas que c'est possible, vous pouvez croire uniquement ce que vous voyez. Donc, première chose, savoir ce qui existe. Deuxième chose, c'est comprendre la technologie, savoir l'utiliser, mais également connaître les enjeux, les opportunités, mais aussi les menaces. Alors, pour les menaces,
je vais quand même, parce que c'était une slide que j'avais programmée, c'était celle-là, c'était vous avez des limites très importantes à l'IA générative et il faut juste en être conscient. La première chose, c'est que ça nécessite un grand volume de données. Deuxième chose, c'est que ça dépend de la qualité à la fois de la demande, et ça je l'ai répété, et du contexte que vous donnez, mais également de la qualité de vos données. Si vos données sont erronées, forcément la réponse le sera. Vous avez également des biais cognitifs extrêmement importants. Vous imaginez bien qu'une IA américaine n'est pas une IA chinoise et non plus une IA européenne. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Également, vous avez 3 éléments importants sur l'humain. On en a parlé, mais c'est la peur du remplacement de l'emploi, c'est les problématiques d'inégalité entre les équipes et l'acceptation sociale. Et dernier point, c'est les éléments de vie privée, de droit d'auteur, et j'insiste beaucoup là-dessus, l'environnement, parce que tout ça n'est pas neutre, même si on a l'impression que c'est magique, tout ça repose sur des éléments physiques, sur des serveurs, sur des puces, sur des minerais, sur de l'énergie, et donc tout ça n'est pas neutre. La croissance de l'utilisation de l'IA a des limites importantes. Dernier point, peut-être certains d'entre vous, avant qu'on finisse et peut-être qu'on fasse les questions-réponses, c'est comment commencer. Alors, on a essayé d'expliquer un peu la démarche qu'a fait Grégory dans son entreprise, qui est extrêmement complète. Je vais résumer ça très rapidement. Premier point, c'est démystifier l'IA. Les gens, ils ont peur de l'IA. Beaucoup de gens ont peur ou ne savent pas ce que ça peut faire. Alors, c'est soit, d'ailleurs, ont peur, soit sont trop enthousiastes. Parce que vous avez aussi ce cas-là, des gens qui sont trop enthousiastes sur le sujet et du coup, ils ont l'impression que l'IA va tout faire, ce qui n'est pas le cas. Donc, premier sujet, démystifier, sensibiliser. Deuxième sujet, c'est ce qu'on a évoqué, détecter des cas d'usage. Et à partir des cas d'usage qui sont les cas d'usage de vos collaborateurs, déclencher ou réfléchissez à un plan d'action. Une fois que vous avez donc réfléchi à ce plan d'action, il va falloir former spécifiquement chaque métier. Donc l'idée, c'est qu'on va former les RH, on va former le marketing, on va former la communication, l'informatique, l'administratif, etc., secteur par secteur, avec du coaching ou en tout cas de la démarche d'accompagnement, parce qu'il faut pratiquer, ça tu l'as dit Grégory, il faut beaucoup pratiquer parce que sans pratique, vous n'y allez pas en fait. Et dans cette troisième étape, le top, c'est ce que tu as fait Grégory, c'est les groupes projets. Vous créez des groupes projets dans vos entreprises. Une fois qu'on a cette courbe d'expérience sur les premiers cas d'usage et les premiers succès, j'aime bien ce que tu dis, ça c'est parfait, c'est il va être possible d'aller plus loin, d'aller à un niveau 2 de maturité sur l'IA, qui va être par exemple les automatisations dont on a parlé, mais également du développement spécifique. Ça peut être par exemple les chatbots dont j'ai parlé, mais ça peut être beaucoup de développement spécifique. Je vous donne par exemple un cas d'usage, c'est la capacité immédiatement d'aller dans une boîte mail, détecter l'ensemble des mails qui arrivent chez vous. Ensuite, en fonction de ça, on va les disposer sur peut-être plusieurs autres boîtes mail. On va répondre automatiquement aux personnes et on va automatiser toute une démarche, tout un process qu'on aura étraîné. Tout ça, le développement demande aussi beaucoup de tests, hein, j'insiste. Dernier point, c'est le suivi de tout ça. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des logiques héroïstes, c'est-à-dire que quel est le retour sur investissement, combien de temps j'ai gagné, est-ce que les collaborateurs sont contents, est-ce que ça rend le service que je souhaitais. Et il y a un besoin à la fois d'accompagnement, mais d'itération permanente avec l'IA. Parce que ça bouge beaucoup, et là, ça va être important d'avoir des gens qui vont vous expliquer toutes les nouveautés, parce que ça, c'est en permanence, hein, tous les jours, quasiment, on a des nouveautés. Et deux, vérifier que c'est pertinent, en fait, ce qu'on a fait. Donc, il y a besoin d'être agile sur tout ça. Je te laisse conclure peut-être, Grégory, sur cette partie, parce qu'on est à peu près dans le timing, même super dans le timing. A priori, c'était 11h30 pour les questions. Donc je te laisse peut-être conclure sur tout ce qu'on a dit. Alors, moi, ma conclusion, elle sera très pragmatique. Aujourd'hui, en fait, voilà, moi, je suis chef d'entreprise
Et l'idée, c'est que je voulais pas, en fait, l'IA, effectivement, c'est quelque chose qui doit nous apporter, enfin, qui doit faire partie, en fait, aujourd'hui de la société. Euh, et derrière, en fait, enfin, on l'a mis en place. Aujourd'hui, en fait, effectivement, il y a des gains à tous les étages. C'est-à-dire que ça a permis de faire économiser beaucoup de temps, au moins 5 heures par personne par semaine, donc ça fait beaucoup d'heures de gagner sur un mois. Ça a permis en fait aux collaborateurs de plus à l'aise en fait sur d'autres sujets, de se concentrer sur des tâches, comme je disais tout à l'heure, à plus forte valeur ajoutée. Également, ça leur a permis de se développer aussi sur des réflexions plus profondes. En fait, donc je dirais, c'est pas un appauvrissement en fait de l'intelligence. Je dirais que c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que comme ils se focalisent sur des sujets un peu plus pointus, justement, on leur fait monter le niveau. Et c'est ça qui est assez rigolo par rapport à ce qu'on pouvait dire sur l'IA, qui allait appauvrir les choses. Mais non, en fait, on peut. C'est pas partout pareil, mais on peut en fait faire en sorte que les collaborateurs se sentent mieux et se sentent valorisés en allant sur des tâches un peu plus costauds. Euh, Après, donc, moi je suis dirigeant d'une PME et en fait, l'intelligence artificielle, ça fait peur pour une PME. Et effectivement, il faut savoir le prendre par petits bouts et se donner le temps, ce que je disais tout à l'heure. Mais par contre, les gains qui sont derrière sont assez colossaux. Voilà. Et il n'y a pas d'inquiétude en fait à avoir en fait pour les collaborateurs. Enfin, les collaborateurs ne doivent pas s'inquiéter. Ça peut apporter beaucoup. Donc ça, c'est important aussi. Et également, il y a une donnée que j'aimerais quand même à transmettre parce que c'est hyper important, parce qu'on l'a vu sur d'autres sujets. Il n'y a pas que l'IA. Mais vos collaborateurs ne sont pas des informaticiens. Voilà. Et je pense que ça, c'est une donnée importante, surtout dans une PME. Ne pensez pas qu'à un moment, vous allez pouvoir former vos équipes à, on va dire, au prompt, on va dire, de manière continue. C'est-à-dire qu'en gros, oui, leur expliquer la base, etc., c'est très bien, mais vous n'allez pas transformer Robert, qui est pas hyper à l'aise en informatique, en développeur de prompt. C'est illusoire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut expliquer la base, comme disait Jérôme, hein, très très bien. Il faut former, éduquer, etc. Mais derrière, c'est quand même des tâches. Quand on rentre un peu dans la partie technique, il faut en fait quelqu'un de l'extérieur, enfin un pro ou en tout cas une personne. Mais vous n'allez pas transformer en fait vos collaborateurs en créateurs de prompt en une année. C'est totalement illusoire. Et nous, on a fait même une croix là-dessus, hein. C'est-à-dire qu'on a peut-être aujourd'hui au sein de l'entreprise deux, trois utilisateurs qui gèrent bien, qui sont capables de faire des bonnes programmations. Mais comme ils nous disent souvent, on n'est pas informaticien, on prend ça sur notre temps et on tâtonne. Et comme disait Jérôme, il y a de l'itération, on se trompe, etc. Donc c'est de la perte de temps et il vaut mieux quelquefois en fait externaliser, quoi. Et moi, pour conclure, je dirais que ce n'est pas la première Mm. transformation, évolution ou révolution qu'on vit. On a tous en tête que les ordinateurs personnels sont arrivés dans les entreprises, que Internet est arrivé dans l'entreprise, que le smartphone est arrivé dans l'entreprise. Mm. L'intelligence artificielle, c'est une nouvelle évolution, certes bluffante, qui pose beaucoup de questions, mais ce n'est pas la première révolution dans les entreprises. Ça, c'est le premier point que je voulais évoquer. Deuxième point, dites-vous bien que l'intelligence artificielle, quel que soit le logiciel, nécessite une courbe d'apprentissage de la même manière que les autres logiciels. Quand vous utilisez Excel, au début, vous ne savez pas l'utiliser, ou Word, ou n'importe quel autre logiciel, qui sont des logiciels que vous utilisez tous les jours. Donc, il y aura une nécessaire courbe d'apprentissage, et que, quand bien même vous allez beaucoup travailler cet apprentissage, ou faire des formations sur le sujet, vous ne maîtriserez que 5% du logiciel. Et c'est là mon dernier point. C'est l'important, sans doute, ce n'est pas ce que l'IA va pouvoir faire, c'est ce que vous allez en faire. Mm. Voilà, je vous remercie et on passe aux questions. Merci. Si vous voulez bien. Merci à tous les deux. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présentation. Voilà, je propose Merci. qu'on annule le partage. Alors, il y avait des
questions, je pense que vous les avez un peu vues dans le chat sur justement la sécurisation des données, notamment parce que vous avez beaucoup parlé de l'utilisation de ChatGPT. Donc, ça a interrogé certaines personnes voilà, qui ont participé à votre intervention. Quid de la protection des données sur cette intelligence artificielle-là? Alors ça, je pense qu'on a répondu sur ChatGPT dans la version payante, plus vous avez la possibilité de décocher l'utilisation de vos données pour l'entraînement du modèle. Vous avez, si vous ne faites pas confiance, ce qui est tout à fait possible à l'IA, vous pouvez également, ou en tout cas aux sociétés type américaines, vous pouvez utiliser des LLM, donc les Large Language Models, c'est les chatbots conversationnels comme ChatGPT, vous pouvez les utiliser de manière intégrée dans votre entreprise, c'est-à-dire en open source. Mais là, ça nécessite d'installer sur vos serveurs une IA. Vous pouvez le faire par exemple avec Mistral. Je vois qu'il y a une question sur Copilot. Il faut savoir, je ne sais pas si tout le monde le sait, que Copilot, en fait, c'est ChatGPT. C'est-à-dire que Copilot, c'est Microsoft. Microsoft a 49% de OpenAI. Et donc, ce que vous avez dans Copilot, c'est ChatGPT. Le truc, c'est qu'il y a une surcouche qui est moins qualitative, en tout cas de tous les retours que j'en ai eus en entreprise, qui est moins qualitative que ChatGPT. Ça, c'est le côté négatif. Le côté super positif, c'est que c'est contextualisé. Donc, c'est intégré dans tous les logiciels, que ça puisse être des mails, que ça puisse être des logiciels comme PowerPoint, Word, etc. Vous l'avez maintenant, l'IA intégrée directement. Donc, ça, c'est un atout indéniable. Et de toute façon, c'est la dynamique globale actuelle. L'idée, c'est d'intégrer, de contextualiser l'IA dans votre flux de travail au quotidien. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. N'hésitez pas à mettre le micro et la caméra pour intervenir dans la salle ici aussi, s'il y a des questions. Est-ce que ça a changé la politique de recrutement du cabinet de recrutement? Est-ce qu'il recrute des profils plus expérimentés ou au contraire des profils plus basiques, sachant qu'ils pourraient l'utiliser? Est-ce que vous avez entendu la question? Ouais, est-ce que ça a changé notre politique de recrutement? Oui. Non, je pense pas. Non, question de Mélanie. Non, je pense pas. En fait, je pense pas. On a été capable, en fait, peut-être de voir plus de choses par moment, parce qu'aujourd'hui, en fait, le contexte qu'on vit depuis quelques années, c'est quand même en fait des reconversions, des CV peut-être avec des expériences plus courtes, etc. Et donc, en fait, plus de difficultés en fait pour les consultants à interpréter les compétences, etc. Et donc là, effectivement, je pense que le côté positif, c'est que ça permet en fait d'avoir une aide, un avis complémentaire en fait sur l'évaluation d'un CV, ou peut-être en fait en allant trop vite ou en allant voilà, ou en gardant nos habitudes, bah, en fait peut-être que l'IA va nous dire bah tiens, ce candidat finalement il a quand même pas mal de choses qui correspondent au poste. Voilà. Donc oui, ça peut changer, oui, d'un côté positif. En fait, on rattrape plus de personnes en fait dans le flux. J'ai une autre question, Olivier. Le responsable du projet de transformation, c'est le responsable du numérique ou c'est plutôt responsable justement des questions RH ou c'est vous-même en tant que patron? Alors, moi, j'ai entendu le fait qu'il faut qu'il y ait effectivement un groupe qui aille au changement. Ça va? Je trouve que la question, elle est extrêmement intéressante. Et qui est le responsable de la transformation? Alors, je réponds à la question. Est-ce que tu as entendu Grégory? Moi, je vais répondre à la question. Vous avez entendu la question? On a entendu la question. Donc, c'est extrêmement intéressant comme question. Qui s'occupe de gérer la transformation dans les entreprises? Mon avis personnel sur le sujet. Alors, je vais être peut-être clivant, mais je vais le dire quand même, c'est pas grave. Première chose, je vous déconseille que les DSI s'emparent du sujet de l'IA. Les DSI sont là pour la sécurité, ils ne sont pas là pour la transformation IA. Donc, ils sont très légitimes sur les questions de sécurité, mais pas sur le pilotage de l'IA. Ça, c'est première réponse. Deuxième sujet, c'est les RH. De la même manière, les RH
ont une mission dans les entreprises, c'est d'accompagner les salariés de manière, on va dire, générale. Ils n'ont pas forcément les compétences complètes sur le sujet de l'innovation ou parfois de la transformation numérique. Je parle spécifiquement technologique. Donc, pour moi, il faut recruter quelqu'un, si jamais les entreprises peuvent se le permettre, hein, mais il faut que ça soit un sujet qui soit porté par quelqu'un de transversal, qui va avoir à la fois la capacité à avoir la compréhension des enjeux, des objectifs, de la technicité de ces technologies, et également qui va être en mesure de comprendre ce qu'on a évoqué depuis le début avec Grégory, c'est-à-dire comment on va le mettre de manière fluide au sein de l'entreprise, comment on va suivre ça, comment on va accompagner ça de manière humaine. Donc, je pense que le top, si vous avez la possibilité, c'est que ça soit ni l'un ni l'autre dans votre question, c'est que ça soit quelqu'un qui soit chargé du développement du projet en interne. Maintenant, si ce n'est pas possible, je pense qu'effectivement, les DRH peuvent être importantes là-dedans, mais avec toujours un côté techno. Il faut impérativement que quelqu'un comprenne bien les enjeux. Merci Jérôme. Est-ce que ça répond à la question, Olivier? Oui, avec quand même une difficulté dans une PME d'avoir quand même un couteau suisse, quoi. C'est ça. Exactement. C'est ça. Pas facile. Je profite de reprendre la parole pour poser la question de Gaël qui s'adresse à toi, Grégory. Parmi les cas d'usage que tu as référencés, est-ce qu'il y en a que tu as cessé d'utiliser avec l'IA ou que ton équipe a cessé d'utiliser? Parmi les cas d'usage, c'est-à-dire en fait ce qu'on avait identifié au départ et ensuite qu'on a abandonné. Je pense pas. Quand je regarde, bon, la création de recherche booléenne, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, nous, nos équipes sont bien formées là-dessus, donc c'est vraiment du bonus. La création de postes aussi. Oui, peut-être que oui, il y a des cas qu'on a abandonnés parce qu'en fait, l'intelligence artificielle n'apportait pas grand-chose, voilà, de plus. Voilà. On pouvait très bien s'en passer. Lesquels? Par exemple, la création de recherche booléenne, la création de postes LinkedIn, ça, on s'en occupe. Analyser les compétences à partir du CV, on l'utilise moins, mais en fait, on en a fait en fait au départ une douzaine, qu'on a fait évoluer à une vingtaine, et effectivement, il y en a qu'on abandonne en cours de route parce qu'on trouve effectivement, c'est toujours le phénomène d'itération, c'est-à-dire qu'on tente, on se dit tiens, ça va apporter pas mal, puis après on s'aperçoit qu'effectivement, il y a les utilisateurs finalement l'utilisent peu. Voilà. Et on a abandonné. Parce que quelquefois, effectivement, l'intelligence humaine est plus pertinente et plus rapide ou on a une autre approche. Voilà. Il faut avoir une démarche empirique. Il faut avoir une démarche empirique sur tous les cas d'usage. C'est-à-dire qu'on essaye, on fait, on place, on analyse et si jamais c'est pertinent, on conserve, voire on industrialise. Et si ça ne l'est pas, eh ben, on se remet en question et on essaye d'aborder le sujet d'une autre manière ou on abandonne. Ok. J'enchaîne sur deux autres questions. Au-delà du recrutement, parce que c'est vrai qu'on a été très sur le recrutement parce que c'est quand même le cœur de métier de ton entreprise, Grégory. Quelle première utilisation vous préconiseriez pour un service de ressources humaines? Alors, j'ai vu que Jérôme avait commencé à répondre. Alors, j'ai répondu, mais très rapidement, je vous dis, le cas d'usage majeur, c'est les comptes rendus de réunion, les comptes rendus d'entretien, etc. Ça, c'est immédiat, c'est-à-dire que vous mettez en place, vous testez, vous essayez de le mettre en place dans votre entreprise, vous gagnez entre 3/4 d'heure et 1 heure par compte rendu de réunion ou par compte rendu d'entretien. C'est énorme, c'est facile à mettre en place. Donc ça, c'est le premier sujet qui va vous donner envie d'utiliser, j'ai envie de dire, l'IA. Après, vous avez des choses qui sont hyper pertinentes, notamment pour la veille informationnelle, la veille concurrentielle, les préparations d'entretien, les préparations de rendez-vous clients, les synthèses de documents, les traductions. Tout ça, c'est très facile également à mettre en œuvre. Hein, c'est ce que, dans une matrice de cas d'usage, en fait, c'est les cas d'usage les plus faciles à mettre en œuvre et immédiatement, vous allez avoir de la plus-value avec ça. Donc, il y a beaucoup de cas, en fait, immédiats qui sont hyper intéressants. Pour rajouter juste un point. Je prends deux. Pardon. Oui, et après, je prends deux autres questions et on va s'arrêter là pour libérer l'ensemble des personnes présentes. Vas-y, Grégory.
Non, en fait, c'était court, c'était juste en fait pour identifier les cas. Il faut voir en fait les cas pour identifier, c'est les cas qui prennent le plus de temps, en fait, ce qui est chronophage, ce qui demande en fait de se poser. Et parce qu'en fait, dès qu'il y a beaucoup de paroles, du temps, voilà, pour résumer, c'est un peu ça, pour caricaturer, hein. C'est le temps, et derrière, ça, ce sont des choses qui peuvent être résumées. Par exemple, moi, le petit outil là qu'on utilise, donc Cloud, c'est super par rapport à des entretiens qu'on passe avec les collaborateurs, etc. Parce que j'ai pas besoin d'être là. On m'envoie le résumé, il est fait, on n'a pas perdu de temps, il n'y a pas eu de mail pendant un quart d'heure pour rédiger ou quoi que ce soit. En 30 secondes, j'ai un résumé, on me donne les points forts, les points faibles, les trucs enfin les points importants à traiter, et voilà. Et c'est un gain de temps monstrueux. Alors, en parlant de gain de temps, il y avait une question sur le gain de temps pour trier une cinquantaine de CV. Est-ce que tu aurais une estimation, Valérie? Valérie, pardon, Grégory, c'est une question de Non, moi, je sais pas Valérie. encore Valérie. Mais en tout cas, non, sur le tri, je peux pas dire, parce que nous, on trie pas par ChatGPT, enfin par l'intelligence artificielle. On reste en fait sur le côté humain. Donc, je peux pas donner une réponse là-dessus. Sur le tri, j'ai pas de réponse. Moi, je Une fais une grosse société, estimation peut-être entre que j'en ai. 50 et 80%, hein, sur parce Ok. qu'en fait, il faut comprendre Mm. que vous allez crémer tous les cas qui ne sont pas pertinents, en fait. Sur 500, alors 50 CV, c'est évident que sur 50 CV, vous en avez déjà 10, 15. C'est même pas la peine de les regarder parce que vous détectez que soit ils n'ont pas l'expérience, soit ils n'ont pas le diplôme. Et très, très rapidement, vous pouvez éliminer des CV qui n'ont aucun intérêt pour vous. Donc là, c'est un temps considérable parce que vous n'avez pas à les regarder. Perso, nous, je vous explique quand Ok. même pourquoi on le fait pas. On ne le fait pas parce qu'aujourd'hui, comme on est un cabinet de chasse, enfin, on base beaucoup on mise beaucoup sur le savoir-être. Et le problème, c'est qu'effectivement, quand on recrute en fait des métiers où on a, on va dire, le titre qui est exact, par exemple, je sais pas moi, comptable ou pas comptable, c'est assez facile pour en fait l'intelligence artificielle de le détecter dans le CV. Par contre, on a beaucoup de métiers qui ont peut-être 20 façons d'indiquer en fait le titre de poste. Et donc là, on ne peut pas se permettre en fait de le sous-traiter à l'intelligence artificielle. Voilà. C'était mon positionnement ancienne génération. Il y avait une question, je pense, qui s'adressait aussi à toi, Grégory, de la part de Oui. Virginie. Est-ce que tu as intégré ce sujet dans ton règlement intérieur? Alors, pas encore. Alors là-dessus, on est, ouais, j'avoue, là, nous sommes en retard. Et moi, j'ai répondu Mélanie, vite. tu avais une dernière question? J'ai répondu vite fait dans le chat, mais en fait, ça doit être travaillé. C'est un peu comme l'usage raisonné du numérique. Et c'est à travailler en collectif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit, encore une fois, directif, que ça soit du top-down. Le top, c'est de réfléchir ensemble avec les collaborateurs ou son équipe restreinte pour comment mettre en place les bonnes pratiques et les bons usages de l'IA. Hein, ça doit être quelque chose qui est partagé. Encore une fois, on est dans la politique du changement. Donc, il faut que ça soit collectif, collaboratif. Alors, dernière question de Mélanie. Viens, Mélanie, comme ça, ils te verront. Je pense que ça sera plus agréable pour eux. Ça rendra un peu le sujet un peu plus humain parce que c'est, je pense, la question de Mélanie. Bonjour l'équipe. Non, en fait, en réalité, j'ai deux questions. La première sur l'enregistrement des réunions, notamment avec les représentants du personnel, par exemple. Est-ce que on peut pas craindre qu'il y ait une limitation des échanges, dans le sens où moi personnellement, si je sais que je suis enregistrée, peut-être que je ne dirai pas la même chose que quand je suis en réunion avec toutes les Je vais personnes. répondre juste sur un point extrêmement important, hein. Encore une fois, il faut respecter le volontariat. Est-ce que les gens sont d'accord ou pas? S'il y a des freins, quels qu'ils soient, comme celui que vous évoquez, il ne faut pas y aller. Premier sujet. Deuxième sujet qui est extrêmement important aussi pour moi, et je viens de le manger, c'est que vous devez… je ne sais plus, je vais pas, mais c'est important ce que je voulais dire parce que c'est vous devez faire participer en fait les gens à la démarche et ne pas avoir de frein à l'utilisation. Donc si c'est positif, on y va. Si c'est pas positif, ah oui, ça y est, j'ai trouvé. C'est que les tâches il faut que ça soit des tâches non impliquantes émotionnellement. À partir du moment où vous utilisez l'IA pour des tâches émotionnelles, vous avez un risque majeur de clash. Donc, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est relationnel fort
n'utilisez pas l'IA dans un premier temps pour ces tâches-là, même jamais, idéalement. Parce que vous allez sans doute à la confrontation pour rien. Donc, ne faites pas ça. On a Valérie Pavio qui recommande même d'aller sur des autorisations écrites. Et dernière question, dernière. Oui. Petite dernière question, juste par rapport au tri des CV, je vous rejoins un petit peu sur la méthode à l'ancienne, parce que du coup, est-ce qu'on ne passe pas à côté de toute méthode inclusive de recrutement? Puisque vous dites, bon, mais si la personne n'a pas d'expérience, j'élimine un CV avec des méthodes un petit peu rationnelles. Et du coup, je m'interrogeais sur, voilà, sur l'inclusion, sur des profils qu'on n'aurait pas pensé recruter, par exemple. Ouais, tout à fait. Moi, c'est Alors pour après, ça peut-être qu'en que le fait, prompt peut permettre de... ouais, ouais, aujourd'hui, en fait, pour nous, c'est la seule inquiétude, enfin, c'est l'inquiétude majeure, en fait, là-dessus, sur le tri automatique. C'est de se dire qu'aujourd'hui, enfin, je vais un peu répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, on recrute sur du savoir-être, sur de la potentialité, on recrute effectivement dans l'inclusion, et en fait, le problème, c'est que j'ai du mal. Nous, à notre échelle, hein, les grands groupes, je pense elles ont moins de problèmes. Mais nous, en fait, on n'a pas trouvé, et je pense pas qu'on trouvera la solution comme ça, en fait, de dire, tiens, on va trier automatiquement et il faut que ce soit pertinent à 99%. On a fait quelques tests. Alors là, catastrophe internationale. Donc, autant, en fait, on peut faire, comme j'ai dit tout à l'heure, sur des postes très simples où il y a le titre égale la formation. Et voilà, si vous êtes gestionnaire de paye, il faut avoir fait de la paye, etc., etc. Voilà. Mais autant pour le reste, un commercial, est-ce qu'il faut qu'il ait une formation commerciale ou est-ce qu'il a fait autre chose dans sa vie? Est-ce que, voilà, là, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, en tout cas, je ne pense pas qu'elle ait la capacité, en fait, d'aller chercher des informations subtiles. Et ça rejoint un peu ce que disait Jérôme. Elle n'est pas intelligente. C'est pas, on appelle intelligence artificielle, mais ce n'est pas intelligent. C'est nous qui donnons les instructions et on va chercher les infos, quoi. Mm. Merci Mélanie. Encore une fois, merci Jérôme et merci Grégory pour cette intervention très qualitative. En tout cas, ça a tenu l'audience dans la salle dans laquelle nous étions, visiblement aussi au niveau des participants connectés. S'il y a d'autres questions qui émergent, moi, je vous invite à nous les faire remonter ou à les faire remonter à vos MEDEF territoriaux et fédérations professionnelles, parce qu'on pourra du coup préparer peut-être une seconde séquence toujours sur le sujet de l'IA et des RH, avec des aspects peut-être plus juridiques ou autres. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, de vos questions et de vos besoins. Merci beaucoup à toutes et tous et excellente journée. Merci. Au revoir.